Bonsoir. Hey, ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. On a une autre belle soirée ce soir. Une soirée avec une personne je dirais, avec du talk, du guts, de l'énergie. Aujourd'hui, ben là, elle se prépare à déménager. Fait qu'elle déménage dimanche prochain. Pensez-y, là. À Gaulle, puis je vais faire une petite présentation tantôt, mais j'aimerais ça aller voir si vous êtes bien dans les inspirations de Sophie, parce que l'entrevue se fait à live dans les inspirations de Sophie. Puis, j'ai décidé ce soir que je vais la mettre en publication aussi dans Inspire ta joie. Alors voilà, je vais aller voir si on est là. Si on est là, on est là. Je mets ça dans Inspire ta joie. Tu vas être capable de mettre ça sur Inspire ta joie. Je ne peux pas le mettre sur... Ah, ben, je ne pourrais pas le faire. Mais c'est pas grave. On va m'arranger un peu plus tard. Alors, ce soir, c'est une autre soirée des entrevues de Sophie. Comme je vous dis tantôt, c'est une personne qui a du goût, qui a de l'énergie en masse. Vous allez voir, elle a quand même une belle histoire. Je vais faire une petite présentation. Ce soir, son titre, c'est « De la douleur à la puissance. Réveiller son potentiel caché ». Alors, c'est une maman de 4 enfants. Après 10 ans de temps plein avec les enfants, ont parti en voyage Bali, ont vécu des rebondissements. Et avec ça, avec toutes ces expériences peu communes, a démarré son entreprise. C'est ce qu'on va voir ce soir. C'est quoi son entreprise? Sa vie est une montagne russe d'événements intenses. Depuis qu'elle est jeune, elle sort de sa zone de confort qui fait la femme qu'elle est aujourd'hui. Parfois triste, parfois drôle, son histoire saura vous étonner et surtout rejoindre votre cœur. Elle est fière de pouvoir partager son histoire inspirante. On l'accueille, une humaine de cœur. Je suis heureuse de pouvoir se donner cet espace-là. Ma belle Vanessa, je te fais apparaître avec ma baguette magique. On ouvre le son et go! Tadam! Est-ce que le son est ouvert? On va ouvrir son son. Bienvenue, ma belle! Merci de m'accueillir. Merci de me permettre de partager ça avec vous ce soir. Merci pour vraiment un accueil tellement chaleureux. Merci. C'est vraiment gentil. C'est ton espace maintenant. Je te laisse aller nous raconter. Vous savez, les entrevues, c'est ça, on part. On est curieux. Moi, je suis curieuse de connaître c'est qui l'humain. Tu sais, on parle des entreprises, mais qui est l'humain? À part de où cette femme-là? À part de quelque part pour arriver à son chemin aujourd'hui. Ah oui, puis à part de loin. Hein. À part de loin, en plus. À part de bien loin. Donc, je commence. J'aime bien commencer avec une petite phrase punch que je trouve qui parle beaucoup pour le reste de la conférence, si on peut dire comme ça. Tous les spécialistes en santé mentale que j'ai consultés au cours de ma vie ne comprennent pas pourquoi j'ai aussi bien réussi dans ma vie. Ils comprennent surtout pas pourquoi je ne prends pas d'antidépresseurs et pourquoi je n'en ai surtout pas besoin. Pour eux, c'est un mystère. Pourquoi? Pourquoi je suis ici à partager mon histoire, dans le fond? Je veux démontrer aux gens que peu importe les épreuves qu'on a qui vont être mises sur notre chemin tout au long de notre vie, parce que Dieu sait qu'on en a énormément, puis il va toujours en avoir. Puis il va toujours en avoir, ben, c'est possible de réussir. Ça prend juste de la persévérance et de la volonté. Si on a ces deux outils-là pour nous, on peut accomplir tout ce qu'on veut. Comme j'aime bien le dire aussi, je suis pas là pour me faire plaindre non plus. C'est pas un partage pour que les gens fassent « Oh mon Dieu, pauvre toi », loin de là. C'est vraiment un partage pour que les gens comprennent
pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, on va continuer avec la belle suite. Ma mère. Ma mère a fait de nous, non pas une priorité dans sa vie, mais un fardeau. Ma mère avait une vie assez particulière. Elle était dans l'époque de sex, drug and rock and roll. Dans la belle époque. Et malheureusement, elle le vivait à temps plein. Avec mon père, ils avaient une relation excessivement toxique, mais avec un amour tellement sincère, puis on va comprendre plus tard pourquoi je mentionne l'amour vraiment incroyablement sincère, avec aucune barrière que mes parents avaient. Puis ont encore aujourd'hui, mon père est encore là, il peut en témoigner encore aujourd'hui. J'ai très, très peu de souvenirs de mon enfance. J'en ai quelques bons souvenirs, évidemment, mais sont très, très rares, très vagues, très lointains. Mais il y a une chose que je me souviens. C'est qu'à l'âge de 2 ans, j'ai mangé une claque, mais une claque dans la face. Je m'en rappelle encore aujourd'hui. Puis quand je suis allée voir mon père à un moment donné, puis j'ai dit, ah, c'est quoi ce souvenir que j'ai là? Ben, ça se peut pas que tu te rappelles de ça. Ben, je pense que je t'en parle là. Si je te pose la question sans que tu m'entendes, ben, je m'en rappelle. Normalement, le cerveau humain commence à avoir des souvenirs à partir de l'âge de 6 ans. Toi, t'avais 2 ans. J'avais 2 ans quand ça s'est arrivé. Il est arrivé beaucoup de choses par après aussi, évidemment. Là, je rentrerai pas dans tous les détails parce qu'on en a jusqu'à dans 2 semaines. Là. Mais dans le fond, c'est pas ça qui est important, c'est vraiment comment t'as navigué dans tout ça. Là. Mm-hmm. Après ça, ben oui, exactement. Non, c'est ça. Puis tu sais, vaguement, si on veut continuer dans ça, je m'occupais de mon petit frère. J'avais à peine, mon Dieu, mon petit frère a 2 ans de moins que moi. Donc, je m'occupais de lui. Le matin, avant que moi j'aille à l'école, ben, je donnais une cuillerée de beurre de pinot parce que c'est tout ce que je trouvais puis c'est tout ce que j'étais capable de faire à un enfant de cet âge-là, moi-même. Tu sais, quand je allais à l'école, j'allais vraiment à l'école? Moi, dans mon cas, à moi, je traînais plus souvent dans les rues que j'allais à l'école. Mais j'avais pas de conséquences. De conséquences, puis t'avais pas d'encore. Fait que, tu sais, je me le permettais, je partais, puis moi, je suis comme, ouais, c'est l'école, j'ai pas besoin de ça. Moi, je vais me promener, je suis bien, je fais ma vie, là, puis j'aimais ça, puis tu sais, pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était comme ça, puis c'était normal. J'avais pas besoin d'y aller. Il y a personne qui me poussait dans le cul, puis il y a personne qui me disait comment c'était important. Fait que pour moi, c'était normal. Quand j'ai eu 8 ans, ma mère est tombée malade. De son mode de vie très, très malsain. Elle a contracté une hépatite B. Elle a contracté une MTS, dans le fond. Tu sais, si on pense MTS, vie malsaine, on associe ça à des choses très négatives et c'est exactement le cas. Ma mère faisait des choses très peu catholiques, on va se le dire, qui a fait qu'elle a été malade. Elle est tombée malade. Donc, on a découvert qu'elle avait une jaunisse au départ. Elle s'est mise elle était vraiment très jaune. On l'a rentrée à l'hôpital, finalement, pour se rendre compte que c'était une hépatite B. Mais à l'époque, la médecine était très peu avancée, on va se le dire. C'était vraiment différent d'aujourd'hui. Donc, les médecins donnaient à ma mère à peu près 6 à 8 ans à vivre. Mais c'est bien beau, là, mais il faut encore y trouver un foie. Fait que dans le temps de moins de 24 heures, son corps a complètement shut down. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Puis mes grands-parents ont pris la décision de tenir ma mère réveillée par un poumon artificiel. Fait que moi, du bout de mes petits 8 ans, j'ai vu ma mère comme ça, rentrer dans une ambulance, partir à Montréal de Québec avec des ambulances, avec l'ambulance, c'est-à-dire avec des polices en avant, des polices en arrière. Ils ont ouvert la voie parce qu'ils ont finalement trouvé un foie. Mais tous les spécialistes étaient à Montréal, évidemment. Dans ce temps-là, c'était Montréal qui était la grosse place. C'est un traumatisme que je ne souhaite à personne. Ça reste ancré fort pendant longtemps, puis encore à l'âge adulte. Surtout sur l'autoroute, on dirait, quand je vois justement passer des ambulanciers ou quoi que ce soit, on dirait que ça me saisit, tu sais. OK. J'ai jamais de ma vie, je n'ai revu un convoi comme celui de ma mère, avec la police, les ambulances, c'est vraiment
Mais quand même, je reste avec un espèce de pincement. Si je me dis à quelqu'un qui est en danger, puis j'aime pas ça. OK. Ça a vraiment resté. Quand ma mère est rentrée à l'hôpital, j'étais chez une de mes amies, c'était ma meilleure amie. Elle s'appelait Annabelle. Puis je comprenais pas ce qui se passait, là, évidemment. Là. Puis mes grands-parents, tu sais, peuvent pas vraiment expliquer ce qui se passe non plus. C'est leur fille. Les autres non plus sont comme dans le néant, là. Ils savent pas ce qui va arriver, ils savent pas ce qui se passe, ils sont juste comme. Finalement, ma mère va jamais vraiment revenir de cet épisode-là, en fait. Vu qu'elle était tenue en vie par un poumon artificiel, c'était comme une mort cérébrale. Donc, ça a duré pendant un certain temps. Mais quand elle s'est réveillée, elle pensait qu'elle avait 18 ans. Ah! Donc, à 18 ans, elle n'avait pas d'enfant. À 18 ans, elle comprenait pas pourquoi son père avait des cheveux gris. Aïe aïe! Elle n'a pas reconnu son frère. Elle comprenait pas ce qui se passait du tout. Dans sa tête, elle était loin d'avoir des enfants. Elle savait qu'elle était mariée avec le père de mon plus vieux, de mon frère le plus grand. Puis mon père, à moi, elle l'avait rencontré plusieurs années par après. Mais elle se rappelait de lui. Fait que, tu sais, quand je disais qu'il y avait une connexion puis un amour incroyable, ces deux-là, la seule et unique personne que ma mère se souvenait, d'après ses 18 ans, c'est pas ses enfants, c'est mon père. J'ai jamais compris à quel point ce lien pouvait être fort. OK. C'est tellement beau, dans un sens, tu sais, malgré la relation tellement toxique qu'il y avait. Mon père, encore aujourd'hui, mon père n'a jamais été capable de se replacer avec personne parce que, justement, ma mère, oui. Oui. Ça a été vraiment incroyable. Donc, ma mère a eu des transplantations de foie, évidemment, mais comme la technologie n'était pas ce qu'elle était, ben, dans le fond, elle a fait beaucoup de rejets. Donc, on a vécu là-dedans tout le temps la maladie, la peur, la crainte. Ma mère vivait dans des endroits pour personnes semi-autonomes, malades. Puis ma grand-mère avait souvent des téléphones. Ah, ta fille s'est encore sauvée, on sait pas partie où, on sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Un matin, elle pouvait se lever, puis elle disait que c'était une avocate. Fait qu'elle mettait un compte. Oh, OK, ah oui. Oui, puis le lendemain, elle se levait, puis c'était une Amérindienne. Fait que c'était comme l'extrême. Elle prenait des médicaments. Écoute, la poignée, là, c'était incroyable. C'est d'ailleurs ce qui a fini par la tuer, la quantité de médicaments qu'elle prenait, parce que c'était trop, puis son corps a fini par juste comme pas être capable de gérer tout ça, là, à un moment donné. Mais quand ma mère est partie, ça a été le moment où on est passé de la pauvreté extrême. Parce que, tu sais, c'était pas juste une cuillerée de beurre de pinot parce qu'on avait rien d'autre, là. C'était parce qu'on avait justement vraiment rien d'autre, au point que ma grand-mère est déjà venue me chercher parce que j'avais une pneumonie et j'étais un bébé tout petit. Et ma grand-mère, elle m'a dit, il y avait de la glace dans tes murs de chambre, sur tes murs de chambre. Oh, merde. Fait que, tu sais, ma mère était vraiment dans une pauvreté vraiment extrême, mais comme je disais, on n'était pas sa priorité non plus, hein. Elle a traîné un fardeau pour elle. Fait que je suis passée de la pauvreté la plus extrême à une richesse pour moi qui était incroyable, là. Mes grands-parents ont toujours eu la grosse maison, ont toujours eu les autos de l'année. Ma grand-mère a toujours eu son char neuf à tous les 3 ans, elle changeait d'auto. Ben, elle le fait encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est très drôle. J'ai jamais manqué de vêtements. J'ai jamais manqué de nourriture à partir de ce moment-là. Par contre, c'est-tu vraiment mieux? La pauvreté versus la richesse? C'est là que j'ai appris que ça changeait rien. Parce que ma grand-mère savait pas comment gérer les situations, puis elle n'a jamais été chercher l'aide pour ça. C'est elle, quand elle savait quelque chose qui faisait pas son affaire, elle nous attendait avec son petit mouche. Mais avec quoi? Un petit mouche. Ça claque, ça, là, ça fait mal. J'ai été la seule personne de la famille à être capable de lui tenir tête et de lui dire « Enough is enough, moi, tu me touches pas, tu me frappes pas, c'est pas comme ça que tu vas m'apprendre quelque chose. » Fait que du haut de mes petits 8 ans, j'ai confronté une femme qui, pour tout le monde, c'est une figure d'autorité et les gens ont peur de ma grand-mère. Encore aujourd'hui, là, elle dégage OK. Je sais pas comment l'expliquer, mais elle dégage quelque chose que tu confondes pas, cette femme-là. Oublie ça, là, tu vas perdre. Ah oui, ah oui. Oh oui, mais tu sais, moi, je veux pas avec les années, bon, on s'est parlé beaucoup, on s'est amadoué beaucoup.
N'empêche que, tu sais, du haut de mes petits 8 ans, j'ai confronté cette femme-là. Tu sais, non, j'ai pas manqué de rien, évidemment, là, physiquement parlant, mais j'ai jamais reçu un je t'aime. J'ai jamais eu un câlin. J'ai jamais rien eu de ce qu'une jeune fille de cet âge-là avait besoin, tu sais. En plus que j'arrive dans une nouvelle ville, je comprends pas ce qui se passe avec ma mère. Dans une nouvelle école, j'ai plus de contact avec personne, plus rien. Fait qu'en arrivant, dans le fond, on est à peu près dans le milieu de l'année scolaire, au mois d'octobre. Je me rappelle, au mois d'octobre, on a passé l'Halloween chez mon cousin à Montréal. J'avais jamais eu autant de bonbons de ma vie. On était partis avec la minivan, puis on avait rempli ça. C'était... On a eu du fun. Puis, à l'école où j'étais, je me fais des nouveaux amis vraiment rapidement. Je suis archi populaire. Tout le monde veut jouer avec moi. Fait que ça fait vraiment changement de je veux jamais aller à l'école parce que j'ai aucun intérêt à aller là. J'ai hâte de retourner à l'école. J'ai hâte d'être là puis de voir mes amis. Des amis, c'est ça, tu t'es fait des amis puis. J'en avais à Québec des amis, mais que je voyais beaucoup en dehors d'école. J'allais pas les voir à l'école, je les voyais en dehors d'école tout le temps. Par contre, mes amis, je les voyais juste à l'école parce que ma grand-mère ne me permettait pas d'aller jouer avec mes amis. Ne permettait pas à mes amis de venir jouer à la maison non plus. Donc, les seules personnes avec qui je pouvais jouer, c'était mes voisins immédiats. Puis encore aujourd'hui, Mathieu, c'est comme mon frère. On a toujours été comme ça. Ça a été mon pilier pendant tellement longtemps. Puis ça va toujours rester. Mathieu, pour moi, quand je le présente, c'est mon frère de cœur. OK. Je le connais depuis que je suis née, parce que ma grand-mère a toujours resté là pour moi. Et j'ai grandi là. Puis Mathieu, il y a quelques années, 2-3 ans de plus que moi. Puis on a toujours joué ensemble. Fait que, même quand j'étais bébé, mettons qu'on allait en visite avec ma mère, chez ma grand-mère, ben, je jouais déjà avec les autres. T'sais. Fait que pour moi, Mathieu, ça a toujours été mon pilier, là. Ça a été un gros réconfort, puis ça a été vraiment quelqu'un pour moi qui était, qui est encore aujourd'hui très important, là. Là, tu te sentais réconfortant, c'était réconfortant, tu étais en sécurité avec lui? Ah oui, vraiment, beaucoup. Là, il arrive le secondaire, hein? Secondaire où on a besoin d'apprendre à se connaître, qu'on a besoin de faire plein d'expériences, qu'on a besoin de vivre. Ma grand-mère m'envoie au CMI. CMI, ici, à Trois-Rivières, c'est une école de filles. Oh non! Je me tiens juste avec des gars. Je me tiens juste avec des gars à l'école parce que je m'associe beaucoup plus au genre masculin qu'au genre féminin. Ça a été un de mes plus gros défis à ce moment-là. Moi, les filles, là, je connaissais pas ça. Fait que là, c'est des drames, ça parle dans le dos de l'autre, mais là, ça fait des cachettes. Puis là, c'est ici. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu. Comment ça? Moi, je connais pas ça, là. Moi, je suis pas comme ça, déjà en partant. Là, tu me pitches dans un tas de filles. Là, je comprenais pas ce qui se passait. Pour vrai, là, j'étais comme, pourquoi tu m'envoies dans cette école-là? Je comprends pas, je suis pas bien, j'aime pas ça. Fait que la première année dans cette école-là, pendant 1 an de temps, j'ai fait des rêves, là, en alterné, là, tout le temps les 2 mêmes rêves. On sait quand les rêves, ils parlent, hein. Fait que je rêvais avec mon meilleur ami Mathieu, de qui je viens juste de parler, puis mon grand frère Jonathan, puis mes amis du primaire garçon qui étaient à l'école avec moi. J'avais tellement besoin d'eux autres, je comprenais tellement pas c'était quoi ces filles-là, que je rêvais que les gars étaient avec moi à l'école. OK. Puis l'autre rêve que je faisais, c'est là qu'on va comprendre à quel point j'avais un mal de vivre indescriptible. Je rêvais que je mettais fin à la vie de ma grand-mère de mes propres mains. Tu rêvais ça? Presque à tous les soirs. C'était dans... Pour qu'une fille de secondaire 1 ait des rêves comme ça, c'est parce qu'elle va pas bien. J'arrivais à l'école en pleurant pratiquement tous les jours. Mais tu sais, je pleurais de rage, là. Tu sais, d'une rage je pouvais pas vivre. J'étais enfermée. Je pouvais pas m'exprimer. J'étais vraiment brimée. Ma grand-mère était... Je pouvais pas avoir les cheveux détachés. C'était non négociable. Fallait que je me fasse une queue de cheval, puis il y avait rien d'autre.
Ah, OK, jusque-là. Oui, c'est juste que ça, là. C'était très beaucoup. La question, la curiosité, sais-tu pourquoi qu'elle a décidé que tu allais juste dans une école de filles? Elle voulait pas que tu aies d'expérience avec des petits gars? Ma grand-mère avait énormément peur de revivre l'échec qu'elle avait vécu avec sa fille. Ça, elle a vraiment le CMI est une école qui est excessivement bien réputée aussi, là. Tu sais, pour elle, là, si je voulais continuer de m'en aller en droit comme je pensais peut-être le faire, il fallait que j'aille là, tu sais. C'était comme l'école à aller pour nous. OK. Pour avoir une chance d'avoir des meilleures notes, d'avoir une chance d'avoir une meilleure ouverture pour le futur. Mais ça n'a jamais été ce que je voulais de toute façon, tu sais. Je me suis fait pousser dans une voie qui n'était pas la mienne du tout, là. Moi, ce que je faisais de mes journées, c'était que je dessinais, puis j'écrivais. J'ai écrit je sais pas combien de livres. Ah oui? Des poèmes. J'allais me chercher. La bibliothécaire, elle n'a jamais vu ça. Elle dit, qu'est-ce que c'est? C'est en secondaire 1, là. Puis j'ai vidé tous les livres de poèmes de la bibliothèque. À chaque jour, j'allais changer un livre. Elle dit, mais voyons donc, elle dit, tu peux pas lire autant. Ma meilleure amie pourrait en témoigner encore aujourd'hui. Elle s'en rappelle. Elle dit, ça n'a aucun sens comment tu lisais. Un livre par jour, minimum. Ah ouais. Mais c'était mon refuge. Le refuge, c'est ça que je me dis, c'est vraiment le refuge d'aller. Tu sais, je veux tellement inculquer ça à mes enfants aussi parce que la lecture, c'est les connaissances. Tu peux apprendre tout ce que tu veux par un livre, mais c'est les voyages. C'est l'imaginaire. C'est tellement beau. Il n'y a aucune limite quand tu lis un livre. Mais aucune, là. Fait que, tu sais, moi, c'était ça. Fait que moi, je dormais pas la nuit. J'avais une lampe de poche que je m'étais trouvée, là. Puis je lisais toute la nuit. Ah. Puis, à un moment donné, j'ai fini par fitter avec des filles à l'école, là. On s'entend, là. J'ai pas passé tout ce temps-là tout seul. Puis ma meilleure amie, à cette époque-là, on a toujours dit qu'on était des âmes sœurs. Puis encore aujourd'hui, on s'est retrouvés après je sais pas combien d'années. Ça Okay, la connexion qu'on a encore aujourd'hui. On dit qu'on est des jumelles, on s'aime d'amour, on est encore aussi connectés qu'on était à cette époque-là. Puis c'est à cette époque-là où j'ai connu la magie. T'as quoi? J'ai que ça a bloqué, ça a gelé. T'as connu quoi? La magie. OK, la magie. Mais là, on parle de magie rituelle magie noire. De l'adolescente qui va pas bien. Magie noire, beaucoup. Beaucoup. Là, j'ai vu des choses que je n'étais pas prête à voir non plus. OK. Ah, mais pas du tout. Et j'ai eu peur. Mais vraiment peur. Ça a duré quand même un certain temps. Mais j'ai eu tellement peur que je me suis complètement barrée. Je me suis complètement fermée à tout ce qui était spirituel, à tout ce qui était ésotérique ou peu importe. Je me suis barrée complètement. Tout ce qui était énergétique, je ne voulais plus rien entendre parler de ça. J'ai vraiment eu une peur incroyable. Mais pour continuer par après, je suis allée voir la psychologue de l'école selon les conseils de mes amis, tu sais, parce qu'à un moment donné, ça avait plus de bon sens d'arriver à l'école comme ça tout le temps, là, tout le temps. C'est à ce moment-là que j'ai appris que à 12 ans, on a le droit d'aller consulter des psychologues sans que nos parents soient au courant. Quand elle m'a dit ça, là, j'ai dit oui. Puis on va se voir souvent. Ah oui, hey, Colin, j'ai oui. idée, hein? Je l'ai adorée. C'était une perle. Elle était vraiment à sa place. Puis elle a tellement changé toute ma vie à ce moment-là. Elle m'a vraiment aidée à accepter le secondaire où j'étais, l'école où j'étais. Elle m'a redonné goût à la vie aussi, parce que, je veux pas, à ce moment-là, j'avais eu beaucoup souvent l'idée de m'endormir, pas me réveiller, tu sais. J'avais plus envie de continuer là-dedans, là. Quand je suis arrivée en secondaire 2, mon père a retonti. Mon père avait disparu. OK. Mon père a retonti. Parce que ma grand-mère nous avait adoptés légalement. Oh, OK. Quand je suis que ma mère ne reviendrait pas, ma grand-mère nous a adoptés légalement. Mon père étant un alcoolique qui s'endure pas, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Puis là, il a décidé qu'il avait supposément arrêté de boire, puis il voulait revenir dans notre vie, puis il voulait donc qu'on soit là.
J'ai donné une chance. J'ai fini l'été au poste de police. Parce qu'il était tellement sous qu'il était plus capable de se tenir debout puis qu'il me dit « Ramasse tes cochonneries, je te ramène à Trois-Rivières. » Je pense pas. On est à Pincourt. On a 2 heures de route à faire, mon gars. Et où ton nez? Laisse faire. Tu me ramènes pas. On s'est pogné, là. Mais pogné, là. Fait que, tu sais, j'ai passé l'été là-bas, fait que j'avais rencontré les voisins, évidemment, fait que je suis allée chez un des voisins. J'ai expliqué la situation. De toute façon, ils ont entendu mon père crier en mongol. Puis ils m'ont dit, regarde, tu peux pas retourner chez vous. Puis on n'a pas le choix d'appeler la police, on peut pas te laisser comme ça n'a pas de bon sens. Fait que la DPJ est rentrée dans le dossier, j'avais plus le droit de voir mon père, ils ont réveillé ma tante à Montréal en plein milieu de la nuit pour qu'elle vienne nous chercher parce qu'elle était plus près. En tout cas, ça a été tout un aria, hein, puis je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir la police d'un autre œil aussi. Parce que moi, ce que j'avais vu de la police, c'est qu'ils prennent ma mère et ils l'amènent en ambulance. Ben oui. Puis, tu sais, moi, la police, c'était pas fin parce que moi, quand j'étais bien plus jeune, je devais avoir à peu près 6 ans. Ah, mais si tu veux être cool, tu vas être dans la gang, il faut t'aller voler au dépanneur. Ben, c'est correct, je vais y aller voler au dépanneur, mais la police m'a ramassé. Ouais. Ou la police, je l'aimais pas. Non, c'est vrai, il n'y avait pas très bonne figure. Mais c'est là que j'ai changé d'idée par rapport à eux autres, par exemple. Ils ont été tellement fins, tellement à l'écoute. On va aller chercher ton petit frère. Qu'est-ce que tu veux absolument pas qu'on laisse là-bas? Parce que toi, tu retournes pas chercher tes choses. Et j'avais un toutou que ma mère m'avait donné à son réveil quand elle était malade à l'hôpital. J'ai dit, je peux pas. Je l'ai encore à côté de mon lit, toujours, ce toutou-là, il me suit partout depuis. Même si ma mère avait pas de souvenirs, mais ça vient d'elle quand même. J'ai dit, je peux pas partir sans ce toutou-là, c'est sûr, je peux pas. Fait que c'est correct, on va te le ramener. Puis ils me l'ont ramené. Ils ont tout ramené mon frère, pis tout. Malgré tout, mon frère a décidé de changer de vie puis de s'en aller vivre avec notre père pas longtemps après. Il avait tellement peur de ma grand-mère, qui était tellement autoritaire, que pour lui, c'était plus facile à gérer. Ah, OK. Fait que je me suis ramassée toute seule avec ma grand-mère, parce que moi, j'allais pas vivre avec lui, là. C'était non négociable, je ne rechangeais pas de ville encore, je ne rechangeais pas d'école encore, je ne rechangeais pas de. Mais à ma grande surprise, secondaire 3, ma grand-mère m'a changé d'école sans m'avertir. Ouais. Fait que là que j'étais bien, que j'avais des amis que j'aimais beaucoup, que j'avais une psychologue qui me suivait, qui était tout pour moi à ce moment-là, je me retrouve encore avec plus de repères. Tabarouette! Que je connais. Je suis encore déstabilisée. Là, je me dis, OK. Cette année-là, je donne la chance à mon père. Pas le mot pourquoi. Je pense que je voulais surtout voir mon petit frère. Puis ma famille, parce que mon père s'en allait dans notre famille à Noël. Puis là-bas, on avait comme, tu sais, mon père, son genre 12 frères et sœurs. Fait que t'imagines la partie de Noël, là, il y a du monde à la messe. C'est le fun. Moi, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de vivre ça. Fait que c'est correct, je vais y aller. Mon frère va être là, ça va bien aller. Puis en revenant de là, j'ai fait de l'anorexie passagère. Moi, je sais pas c'est quoi de l'anorexie passagère du haut de mes petits 14 ans. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire-là? Là? Pourquoi je mange pas? Je sais pas, je mange pas de pain, j'ai pas envie de manger. Et c'est là que j'ai retourné voir le psychologue de l'autre école. Je suis rentrée dans le bureau, je garoche ça. Je mange pas, puis je sais pas pourquoi, fait qu'aide-moi. Ouais, t'as une minute, toi, là. Attends une minute, là. On va commencer du début, OK? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si ça, c'est là, si fille, aide-moi, faites quoi? On va donner un rendez-vous. On va partir du début. Tu sais, l'anorexie passagère, c'était vraiment un. J'étais tellement pas bien chez ma grand-mère. En plus que je venais de vivre encore un autre déstabilisement total. Puis mon corps me parlait, tu sais. À un moment donné, ça va faire, là. Ça se peut pas, il faut que tu fasses de quoi. Le psychologue que je rencontre à l'école, là, c'est le 3e psychologue que je vois. Parce que avant d'aller voir les psychologues de par moi-même, quand ma mère est tombée malade, ma grand-mère nous avait amené voir des psychologues. Mais elle avait jugé que c'était inutile et avait arrêté les consultations très tôt. Donc, est-ce qu'ils ont servi à quelque chose à ce moment-là? Plus ou moins, parce que justement, ils n'ont pas eu le temps de faire le job, là, on va se le dire.
Mais moi, j'ai compris, par exemple, à quel point il était important, eux autres. T'sais, moi, c'était pas d'eux autres, là, les 2 psychologues que j'ai vus au secondaire. Lui, il m'a suivi jusqu'en secondaire 5. OK. Quand je suis partie, j'ai dit, qu'est-ce que ça, je vais faire sans toi? Comment je vais faire pour continuer ma vie sans toi? J'ai besoin de ce support-là. Évidemment, il ne peut pas continuer à me voir en dehors d'école. Lui est là pour l'école. Mais là, c'est le moment où je tombe dans la vie d'adulte. Et je sors de chez mes grands-parents. Ma grand-mère m'a donné le choix. Tu payes une pension, tu t'en vas. Je m'en vais. Pas trop difficile à faire comme choix à ce moment-là, hein. Fait que je sors de ma prison dorée. Mais là, je me ramasse dans un monde que, probablement, je suis libre. Hey boy! Ce n'est que de l'inconnu. Tu sais, j'ai jamais choisi les vêtements que je mettais parce que ma grand-mère m'achetait ce qu'elle voulait bien m'acheter. Fait que ça allait jusqu'à mon linge, jusqu'à mes vêtements, jusqu'à mes 18 ans que je n'ai jamais choisi. Ma coupe de cheveux, parce qu'à toutes les années, on coupait les cheveux aux épaules ici, là, l'autre ici. On les laissait repousser, puis à chaque début d'année scolaire, on les recoupait. C'était tout le temps comme ça. J'avais tout le temps une queue de cheval. Je pouvais pas les laisser là. Fait que c'était un contrôle total de ma vie qu'elle avait. Là, je me ramasse, je suis libre. Puis personne en haut pour me dire quoi faire. Faut que je fasse des choix. C'est très drôle de faire des choix dans ce temps-là. Quoi? C'est quoi un choix? C'est quoi un choix? C'est pas. C'est quoi un choix, ouais? Au point que quand je suis arrivée pour justement acheter mes premiers produits nettoyants pour faire le ménage dans mon appartement, je suis arrivée devant le mur, j'ai fait comment, mon Dieu, que c'est ça. C'est un mur complet, là. Mais un mur complet de gogos que je ne connais pas, que je sais pas c'est quoi, je sais pas à quoi ça sert. Madame, excusez, j'ai besoin d'aide. Dans mon premier logement, puis je sais pas quoi acheter pour laver mon plancher. Ça a l'air assez mieux, j'ai 18 ans, là. Mais comme j'ai jamais rien appris de rien, puis j'ai été tellement contrôlée. C'était le cas. Ça a été vraiment je te chauffe, là, puis arrange ça que tes problèmes, tu sais. La seule chose qu'elle a faite, dans le fond, là, c'est qu'on est allé au Costco la première fois que je suis rentrée dans mon logement, que je me fasse une grosse épicerie. Ça m'a coûté, je vais toujours m'en rappeler, parce que ça m'a coûté 350$ d'épicerie cette journée-là, mais mon loyer me coûtait 350$. Je disais, hey, je viens de dépenser un logement complet en bouffe. Je trouvais ça très drôle. Et j'étais dans l'armée. J'étais rentrée dans l'armée parce qu'à partir de mon secondaire 2, ma grand-mère m'avait inscrit au cadet de la marine. Puis j'aimais ça parce que ça me permettait justement de m'évader. Ça me permettait de partir. Les étés, je partais en camp de cadet, en camp de musique en plus. Je tripais, j'adorais ça. J'étais avec des gens que j'aimais. On s'appréciait, on avait vraiment beaucoup de plaisir. Puis j'avais continué dans la lignée, puis j'étais rentrée dans l'armée, la marine à Trois-Rivières, les réservistes. Mais là, les réservistes, moi, là, ça fait de l'argent. Ça fait de l'argent en tabarouette. Mais j'ai jamais appris à gérer ça, de l'argent. Ben, je comprends donc. Je fais beaucoup d'argent. Mais là, je tombe, là. Les parties, là, parce que on va se dire qu'ils font le party en soufflet, les militaires. Puis il y a de l'alcool à flot tout le temps. Hein? On tombe dans l'alcool beaucoup. Tu sais, je suis une petite fille qui a des parents accro. Ça se transmet, ça. C'est quelque chose qui est dans nos gènes, qui se transmet de génération en génération. Donc, je suis une petite fille qui ne le sait pas, mais qui a des tendances addictives énormes. Fait que là, moi, je commence à boire de l'alcool. À la minute, j'ai jamais touché à ça de ma vie parce que j'ai pas pu des expériences comme tout le monde à 15-16 ans, là. Mais non, c'est ça. Moi, je tombe là-dedans. Oh, t'es à minute. Puis je vais pas bien psychologiquement parlant. J'ai trouvé la bombe, moi, là. C'est boire fort. Ça a été intense. Je suis vraiment tombée dans la drogue à un point, dans l'alcool, la drogue, ça a été vraiment... Mais la drogue est venue un peu plus tard, mais quand même. Je suis tombée vraiment dans un mode de vie incroyablement malsain. Au point que j'ai pas réussi à mes cours de métier de l'armée, justement, parce que j'étais tout le temps sur le party. C'est quand je me levais le lendemain matin, j'étais encore saoule de la veille, puis je buvais de l'eau toute la journée, puis ça me ressoulait, puis là, ben, soir, j'allais boire. Puis... OK. Un beau servicieux. Puis, ils m'ont dit, bon, on va te retourner chez vous, on va te leur dire si jamais on t'envoie sur un cours ou quoi que ce soit, ce qui n'est jamais arrivé. Fait que moi, à un moment donné, je les ai appelés, puis j'ai dit, là, ça fait, là. Le coussin d'argent que j'avais, deux autres, a fini par disparaître, évidemment. J'avais plus aucun revenu. J'avais appelé un de mes amis. J'étais rentrée en Ontario à ce moment-là, sur des amis là-bas. Où je pars. Moi, j'ai toujours été une fille, je pars. Je suis
pas capable de rester en place. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de vivre du nouveau, j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin qu'il se passe quelque chose. T'sais, oui, je suis bien dans mes pantoufles, mais il faut que je sorte de ma zone de confort, puis il faut que je me challenge. Mais j'ai appris à le faire de la bonne façon, par contre. Parce que là, je le savais pas, ça. Puis je me challengeais pas de la bonne façon. C'était tout le temps des sorties de zone de confort, oui, puis j'allais tout le temps vers l'inconnu, OK, fine. Mais pas de la bonne façon. Tu sais, je m'en vais en Ontario, j'ai aucun revenu, puis je reste chez du monde, puis je sais pas ce qui peut m'arriver, mais je m'en vais, c'est pas grave. Tu sais, j'ai très insouciante. Des choix que je connais pas, que j'ai jamais pris, tu sais. Fait que j'ai un de mes amis qui m'avait dit, mais gars, viens m'appeler, appelle-moi si jamais quelque chose, je vais venir te chercher. En Ontario. Puis j'ai pas eu le choix. À un moment donné, je l'ai appelé, puis il est venu me chercher. Fait que je me suis ramassée dans la ville dans laquelle je m'étais jurée de ne jamais aller, Montréal. Ah! J'ai passé 8 ans à Montréal. 8 ans de relations toxiques, de choix les plus mauvais les uns après les autres. La drogue, l'alcool. Je voulais tellement fitter dans le moule de la société, là, parce que moi, dans ma tête à moi, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Là. Parce que mes grands-parents m'ont dit que c'était ça. Faut que tu trouves une job. Faut que tu fasses de l'argent. Faut que tu fasses comme tout le monde. Mais je suis pas comme ça. Moi, ça me convient pas. Mais j'ai tellement essayé, puis plus que j'ai essayé, plus que je me suis perdue, puis moins que je me respectais. À un moment donné, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Patrick. Puis ça a été mon premier grand amour vrai. Un vrai grand amour. Puis on consommait pas. On buvait normal, comme tous les jeunes adultes qui consomment de l'alcool, les soirs, les fins de semaine, une fois de temps en temps. On faisait pas de drogue non plus ensemble. Lui, il en prenait pas des gens partant. Il allait à l'école, il étudiait. Il était à l'université. Il travaillait. Fait que ça a vraiment changé mon but de vie. Tu sais, je me suis rendu compte aussi que ce but de vie-là que j'avais avant Patrick, si on regarde ma mère, il y a un pattern ici, là. Un gros pattern. OK. Fait qu'en parlant de ma mère, c'est ça. Elle n'est jamais revenue. C'est 15 ans plus tard. J'avais 23 ans. On a une femme au téléphone qui était décédée. Elle, ça faisait 1 mois qu'elle nous appelait tout le monde, à tous les jours. « Hey, salut, je t'aime. » « Ouais. »« Ça passe que ça va. »« Oui. »« OK, c'est tout bête. » OK. Pendant quasiment 1 mois, elle a fait ça. Elle le savait. Ah, OK. Elle s'est jamais rappelée de nous autres. Elle savait qu'on existait, elle savait qu'on était là, puis elle savait qu'on était ses enfants. Mais elle s'est jamais souvenue de rien. À un moment donné, elle était venue chez nous. J'avais mon logement à moi, toute seule. J'ai dit, viens-t'en, ça va tellement me faire plaisir, Colline, on va pouvoir se parler, on va, tu sais. J'essayais, j'y parlais des souvenirs que moi j'avais quand j'étais petite, mettons, du sapin de Noël. Écoute, on vivait dans le Vieux-Québec, dans un logement avec des plafonds qui ne finissaient plus de finir. Puis on avait rentré un sapin là-dedans. Le sapin, il était immense. Puis on a tellement eu un beau Noël cette année-là. Puis ma mère, elle me disait, oui, mais tu sais, un oui de... Ah, je m'en rappelle pas. Elle s'en souvenait pas. Elle se rappelait de rien du tout. Okay. Elle n'a jamais réussi à retrouver la mémoire. Fait que, quand elle est décédée, ça a été vraiment difficile, malgré tout. Tu sais, je veux dire, ça reste notre mère. On sait qu'elle est malade, on sait que... Fait qu'elle est décédée, ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. La première relation saine que j'ai eue de toute ma vie avec Patrick s'est terminée à ce moment-là, pas longtemps après. Parce que ça allait plus, on n'était plus au même endroit, il y avait, tu sais, je sais pas, ça fonctionnait plus. C'est là que je suis rentrée dans une des plus grosses dépressions que j'ai jamais faites de toute ma vie. Le genre de dépression où j'ai tout perdu ce que j'avais. J'ai perdu ma job, j'ai perdu le chum que j'avais, évidemment. Je me suis isolée, j'avais plus aucun ami alentour de moi. Je parle encore moins à ma famille, évidemment. Genre de dépression où je me promenais dans la rue, je restais à Longueuil dans ce temps-là en plus.
Je me promenais dans la rue, puis je pleurais. Et puis je pleurais, puis je regardais le ciel, je me disais, maman, fais quoi, aide-moi. Aide-moi, je m'en sortirais pas, là. Ça avait l'air d'une cinglée qui se promenait dans les rues, là. J'allais vraiment pas bien. Là, je suis tombée dans la drogue, mais la drogue, Ah oui. Oh mon Dieu, ça a été... c'est vraiment une de mes pires périodes. Vraiment. J'ai réussi à m'en sortir. Je suis revenue à Trois-Rivières. J'ai pris la décision de revenir à Trois-Rivières parce que je voulais pas au début. Je me disais, je vais reculer, ça fonctionnera pas. Mais je suis quand même retournée à Trois-Rivières. C'est là que j'ai vraiment, ma vie, elle a changé complètement. Ça fait un autre tournant. Tu sais, je me suis rendu compte à un moment donné que ça n'avait pas de bon sens, il fallait que je sorte de ça. Hein, que je pouvais pas continuer là-dedans. Là. Fait que les premiers temps, là, je te dirais presque à la première année que je suis revenue à Trois-Rivières, j'avais de la difficulté à dormir parce que je me réveillais la nuit tout le temps parce que j'avais des douleurs dans les jambes. Mes muscles avaient commencé à s'atrophier à cause de la drogue que j'avais faite et du beat de vie que j'avais à ce moment-là. Et là, ton corps t'a parlé en tabarouette, hein? Ah, c'était quelque chose. Ben, j'ai continué, j'ai persévéré, j'ai arrêté de consommer, j'ai arrêté de boire de l'alcool, je me suis retrouvée une job, j'ai passé mon permis de conduire. Tabarouette! Tout ça, tout ça! Oh oui. Puis, j'ai finalement été voir mon médecin pour des antidépresseurs, chose que je ne voulais pas, mais je n'étais pas capable de remonter. Psychologiquement, là, malgré tous les efforts que je faisais, ça ne fonctionnait pas. 3 jours. 3 jours pour apprendre que je suis enceinte. J'ai arrêté les antidépresseurs. La relation que j'avais à ce moment-là, c'était une relation qui n'était pas... on voyait pas les choses de la même façon. C'était juste facile pour moi, j'allais pas super bien, puis c'était juste comme il était là, puis c'était correct, en tout cas. Mais quand je tombe enceinte, par exemple, ça a changé du tout au tout, puis monsieur est devenu super psychologiquement agressif, dans le fond. Il essayait de contrôler tout ce qui se passait, puis moi, j'ai dit, non, laisse faire ça, mais ça marche pas, tu comprends pas. Là. Moi, tu m'atteindras pas de même, là. Jamais, au grand, jamais tu vas, non. Ta violence psychologique, tu vas te la garder, puis tu vas ramasser tes affaires, puis tu vas t'en aller, moi, je veux rien savoir. Encore aujourd'hui, Antoine, je l'ai, là, je veux dire, ce temps-là m'a sorti tout, là. C'est grâce à lui, vraiment, que j'ai réussi à remonter, là, tu sais, je veux dire, je me suis tellement botté le cul pour cet enfant-là. Puis il est encore là, tu sais, moi et ton père, encore aujourd'hui, on a de la difficulté à se parler, là. Parce qu'on est vraiment à l'opposé. Mais on réussit, puis c'est correct, puis Antoine va bien, tu sais. Après ça, mettons que, parce que là, je vois l'heure qui avance, là. Oui, on arrête avant. Non, c'est ça. J'ai rencontré je vais dire le géniteur de mes 3 autres enfants pendant que j'étais enceinte de mon plus vieux, d'Antoine. Il est rentré dans notre vie. Ça a été les 4 premières années vraiment magnifiques, merveilleuses, ça allait super bien. Il était d'accord pour rentrer dans ma folie d'avoir les 4 enfants rapprochés. Il était super intéressé par ma grossesse à Antoine, il me posait tout le temps des questions, il était super présent, il était tout le temps là. Finalement, il est tombé en dépression, en grosse dépression. Je l'ai rentré à l'hôpital en soins psychologiques. Il est resté là pendant quasiment 1 mois de temps, juste avant les fêtes. J'ai tout essayé pour le sortir de tout ça, sincèrement. J'ai donné tout ce que je pouvais, mais lui, de son côté, il faisait pas ce qu'il avait besoin de faire. Puis moi, ben, ça a failli me tuer. Je suis rentrée à l'hôpital, puis la médecin, elle m'a dit, tu peux pas sortir, tu passeras pas ta fin de semaine. Puis, moi, j'ai un bébé à l'allaiter. Fait que tu vas me laisser sortir, puis je m'en vais allaiter mon bébé. Puis de toute façon, je laisse pas mes enfants avec ce gars-là. Il va m'en tuer un à la fin de la fin de semaine. Il est tellement instable, il veut s'ouvrir les veines. Moi, je peux pas. Elle dit, correct, elle dit, va-t'en chez vous. Elle dit, tu viens me revoir. Elle dit, moi, je suis encore lundi, elle dit, je suis là. Quand tu viens me voir lundi, je veux être sûre que tout va bien. Elle voulait pas me laisser partir parce qu'elle avait peur pour ma vie. Parce que j'ai pogné une gastro qui était en train de me tuer. Parce que j'étais dans un état qui était tellement physiquement bas, j'avais plus de système immunitaire, j'avais plus rien, et que la gastro était en train de me tuer. J'ai finalement réussi à dire c'est assez, tu t'en vas. J'ai consulté encore une fois d'autres personnes dans ma vie justement pour m'aider. On dirait 4 professionnels à ce moment-là.
J'appelle Info Santé très souvent aussi, là, parce que je suis tannée de parler à mes amis, puis je fais des coches à Info Santé. Il finit par partir. J'ai touché le fond. Mais j'ai touché le fond sur un temps, là. Après 8 ans, sans toucher à rien, je suis retombée dans le drogue dure. Ah. Ça n'a pas duré longtemps, là. Ça n'a même pas duré un mois. À un moment donné, je fais comme, hey, t'es qu'est-ce que tu fais, là? Là, t'as des enfants, là? Ben, c'est parce qu'à un moment donné que les enfants s'en allaient chez le géniteur, moi, je pognais ça, là. J'étais comme, ben, c'est quoi cette affaire-là, là? J'ai arrêté ça du jour au lendemain. Non, arrête, ça n'a pas de sens. Fait que j'ai arrêté du jour au lendemain, ça avait juste aucune logique dans ma tête que je fasse ça. Ça avait comme pas de bon sens. J'ai fait mon cours de thérapie alternative en ligne le soir pendant que les enfants dormaient, malgré mon diagnostic de fatigue extrême chronique. Je faisais mon cours le soir pareil. J'entretenais mes enfants, je faisais tout ce que j'avais besoin de faire. C'est là que j'ai rencontré mon chum que j'ai aujourd'hui. J'ai jamais compris. À un moment donné, je le regardais, je me dis, tu peux me dire qu'est-ce que tu fais avec moi, là? Moi, je fume la cigarette. Là, je bois du vin le soir parce que je suis fatiguée. Je fume ma petite puff. Tout, t'es clean. Je n'ai jamais consommé. Puis je suis pas négative. Je suis pas. Qu'est-ce que tu crôles avec moi, pour vrai? Puis j'ai dit ça. Je suis qu'est-ce que tu comprends pas? Ben, tu dois voir d'autres choses. Hein. C'est ça, lui, il était capable de regarder avec les yeux de. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Il m'a tellement aidé. C'est avec lui qu'on a décidé de partir. Ouais, ah ouais, les enfants, on s'en va. De vivre l'aventure. On s'en va pas au Zougrambe, là. On s'en va à Bali. On vend tout puis on s'en va. Oui. On vend tout puis on s'en va. Mais on voulait partir toutes les deux. Moi, ça a toujours été un rêve que j'ai eu ce rêve-là toute ma vie. Partir du Québec. Partir dans ce qui fait chaud. Aller visiter. Aller voir ailleurs. Puis je tombe enceinte d'Antoine. Tu sais, quand je suis revenue à Trois-Rivières, oui, je voulais pas, mais mes choses étaient placées, j'avais plus de dettes. J'avais commencé à mettre de l'argent de côté. Moi, je voulais partir. Moi, je m'enlignais pour, je m'achète un condo. J'ai un pied à terre. Puis je voyage. Puis je voyage. Moi, j'étais rendue là. J'avais plus d'espoir d'avoir d'enfants. J'avais plus d'espoir de grand-chose. Fait que je vais penser à moi puis je vais vivre, tu sais. Mais finalement, ben c'est ça. J'ai rencontré Kev, puis on a décidé de partir ensemble. Mais encore là, ça a été épreuve par-dessus épreuve, par-dessus épreuve. Il est parti un 3 décembre, je suis partie le rejoindre le 20 septembre après. J'ai passé des mois à me battre pour les passeports de mes enfants, pour la garde complète de mes enfants. Après ça, quand je m'en allais partir fin juillet, ben ils ont fermé les crises frontières parce qu'on était en COVID. Je me suis ramassée dans la rue avec mes 3 enfants parce que mon plus vieux est resté chez son père. Écoute, là, l'école me courait après, le DPJ me courait après pour que je rentre mes enfants à l'école. J'étais comme, c'est parce que je m'en vais. Ben, j'ai dit, je vais le faire, votre processus de rentrer à l'école, mais je ne rentre pas à l'école, je fais l'école à la maison. J'ai même pas eu le temps de finir le processus que je partais. Là, on a passé un 7 jours en quarantaine. En tout cas, ça a été un aréole aussi. Finalement, on s'est rendu. On s'est rendu. Puis on a vécu 2 années vraiment. C'est utopique, là. C'est parfait, c'est paradisiaque. On dirait que tu as 80 ans. Avec tout ce que tu racontes, c'est une vie. On dirait que tu as 80, tu as tellement vécu. Puis je raccourcis, là, parce que je sais qu'on manque de temps en plus. Oui, c'est ça. Mais pour faire court, dans le fond, il y a un agent de l'immigration qui est venu chez nous un samedi matin. Nous autres, on connaît pas trop ce qui se passe, on parle pas la langue, on n'est pas au courant, mais le gars nous dit, ben, tu as fait des affaires que tu n'avais pas le droit de faire. J'ai fait un post Facebook mentionnant que je donnais des cours de yoga chez nous. Puis il dit, ben, ça, c'est un montant, genre, de 10 000 de frais, parce que t'as pas le droit de faire ça. Je suis comme, pardon, tu me niaises. Ah, puis il dit, votre adresse n'est pas correcte, là. Fait que, ben, ça, c'est 2500 par personne. Bref, ça remontait à un autre 5000, un autre 10 000. J'étais comme, t'as une note, ouais. Non, c'était 5 000 puis 5 000, en tout cas. Ils nous ont flaubés. Parce que c'était ça. C'est tu payes ou tu t'en vas en prison puis on te déporte. Et tabarouette, OK. Ah, t'es ailleurs, hein? Ben, moi, j'ai mes enfants avec moi, là. Je peux pas prendre le risque de dire, non, je te paye pas, mange la merde. Je peux pas faire ça, là. Il faut que j'achète la paix, là. J'achète la sécurité de mes enfants, là.
On paye, évidemment. La compagnie de mon chum qui va quand même assez bien, mais on a été capable de payer l'immigration, l'agent d'immigration. Mon on savait que c'était de la corruption, mais t'as pas le choix. Là, je veux dire, si tu le payes pas, ils vont vraiment faire ce qu'ils disent. On a payé, les gens, ils disent, tu peux rester, oui, sauf qu'ils vont revenir à chaque mois. Ils vont revenir, puis ils vont revenir, puis ils vont revenir, puis ils vont revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être pas à chaque mois, mais ils vont revenir. Parce qu'ils reviennent tout le temps. Tout le monde qui vit là-bas vit la même chose. L'immigration vont chez eux. Il y en a beaucoup qui payent à chaque mois, justement, pour acheter la paix. Nous autres, on voulait pas faire ça. Là, ben, je veux dire, ils nous ont flobé. J'ai plus d'argent pour payer mon staff. J'ai plus d'argent pour faire rouler mon restaurant. J'ai plus d'argent pour rien. Là. Parce que je me suis ouvert mon petit restaurant, tu sais. Fait qu'on revient. Mais là, on n'a plus rien. On a une maison avec des locataires qui payent pas depuis 6 mois. On n'a toujours pas récupéré en date d'aujourd'hui, puis ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. Fait que ça fait 1 an que je vis à gauche, à droite, chez du monde qu'on n'est pas stable. Là, tu me parlais de déménagement, mais c'est ça. J'ai visité 2 logements. Ça a pris moins d'1 semaine. J'ai trouvé un logement. On déménage dans le logement et on reste là-bas. La maison est à vendre. On finit ça là. Le projet étant d'éventuellement probablement repartir. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh, OK. OK. Mais... je l'avais dit qu'elle avait de l'énergie puis que ça y allait au toast. Je le dis, elle est rendue à 82 ans. Là. Mais on repartira pas de la même façon, par exemple. OK. Je vais s'acheter une fifth wheel. Ah. Fait qu'on a une grosse sécurité, on va avoir nos choses avec nous autres. J'aurais pas besoin de payer un container aller-retour encore qui coûte un prix fou, on va se le dire. On verra si on a un coup de cœur en quelque part et qu'on veut s'installer. On a des options assez intéressantes en ce moment, soit le Belize, qui est un endroit merveilleux là, jusqu'à présent, là, de tout ce qu'on entend, ça va bien. Ou on aurait peut-être la chance de créer une communauté autosuffisante au Brésil, ce qui était un de mes grands rêves à Bali. Mais on aurait l'opportunité de le faire au Brésil avec des investisseurs. Fait qu'on a vraiment plein de beaux projets quand même qui s'en viennent. Mais dans tout ça, c'est en revenant ici puis en faisant du gros développement personnel sur moi-même avec d'autres genres de personnes. Parce que là, les thérapeutes peuvent plus m'aider, moi, là. Ils ont atteint le quota avec moi, tu sais. Moi, le psychologue, à cette heure, là, il sait plus quoi me dire. Parce que j'ai tout fait, j'ai tout essayé, j'ai tout vu, j'ai rien à faire. Je me rappellerai toujours, ma dernière thérapeute que j'allais la voir. Mais là, tu peux pas rien faire, là. T'as essayé ça, t'as fait ça. À chaque fois qu'elle m'apportait une idée, je dis, ouais, mais ça, je l'ai fait. Ouais, mais ça, je l'ai fait. Ouais, mais, je vais t'écouter. Mais c'est juste ça, j'ai besoin. Mais là, je suis allée voir, j'ai besoin de ventiler juste un peu. C'était juste ça, tu sais. Me réaligner, puis après, OK, je pars. Exactement. Fait que là, j'ai suivi un coaching avec une fille vraiment extraordinaire. On est vraiment allé creuser loin, là, les bobos, là, pendant 6 mois de temps. Écoute, j'ai reparti en flèche avec elle, là, mais en flèche. Là. Pour vrai, là, tu m'aurais vu 1 an et là, 6 mois et maintenant, là, c'est pas la même personne. Je suis vraiment revenue moi, je suis redevenue, j'ai repris confiance, je suis vraiment, tu sais, puis ça a clarifié aussi beaucoup ce que je voulais faire, puis je voulais être là pour aider les gens. Ça a toujours été ma priorité. Sinon, j'aurais pas fait mon cours spontanément, il y a 5 ans, en disant, oh mon Dieu, je fais ça pourquoi? Pour aider le monde. Puis tu sais, j'ai vu aussi une fille avec, elle travaille avec l'antenne de l'échelle, qui est un outil merveilleux, qui est tellement précis. On est allé chercher, creuser dans mes vies passées des choses que j'étais comme, oh mon Dieu. Mais écoute, on en a guéri des blessures. Fait que c'est pour ça que je trouve ça tellement important d'être là pour les gens aujourd'hui puis les aider. Parce que je suis capable de le faire. J'ai tout vécu que j'avais à vivre. C'est comme la médecine alternative. C'est ça qu'on est en train de parler, là. On n'a rien contre la médecine générale, mais il y a une ouverture beaucoup aujourd'hui. Oui. Mais de toute façon, pour ce qui est n'importe quel problème de santé quelconque, ce que je vais dire aux gens souvent, c'est allez voir votre médecin en premier, de toute façon. Je suis pas médecin. Va me dire qu'est-ce que t'as, va me donner ton diagnostic, prends ce que la médecine t'offre, puis on va voir les alternatives. Ah, c'est bon, ça! Jamais, au grand jamais, je vais dire à quelqu'un, on va régler tes problèmes. Moi de guérir, moi de guérir. Ah non, je guéris pas. C'est ça. Mais tu sais, psychologiquement, ce que je vais dire aux gens, je suis une psychologue sans cours.
Viens, on va parler. Je vais t'écouter. Puis je vais te donner des idées, par contre. Parce que moi, j'ai réussi à me sortir de tout ça. Presque toute seule. Mais en allant chercher l'aide que j'avais besoin au bon endroit. Je le sais que les psychologues ne peuvent plus rien faire pour moi. Je suis allée chercher l'aide ailleurs. Je le sais que c'est mes énergies que j'avais besoin d'enligner. C'est mes chakras que j'avais besoin de rouvrir. Ouais. C'est là-dessus qu'on est allé travailler. Mon enfant intérieur. Oh! Lui, il était... je pense qu'il était resté à 2 ans. Écoute, mon enfant intérieur, c'est drôle parce que dans le coaching, on a justement que j'ai fait, tu sais, il y a vraiment un atelier qui est sur l'enfant intérieur, il faut écrire une lettre à notre enfant intérieur. Puis ça, elle disait que tout le monde bloquait à cet endroit-là, et moi, j'ai écrit, je pense, 6 pages. OK. J'ai arrêté à mes 8 ans, là. La fille, elle capotait, là. Elle dit, ben voyons, non, je pense que moi, j'étais là. J'en avais besoin. Et puis j'écrivais, là. Puis j'aurais pu continuer encore, mais là, maintenant, il y a l'heure qui avance, les enfants, là, j'ai arrêté à mes 8 ans. Mais j'ai écrit 6 pages, j'ai le temps de le dire. Tabarouette. Parce que fallait que je le fasse là, tu sais. Fait que là, on arrive à la fin, parce qu'on est vraiment à la fin. Oui. Puis t'as 84 ans, là, t'es rendu à 84 ans. Mon Dieu, je suis rendue belle, c'est bon, ça. Qu'est-ce que tu prends pour rester jeune de même? De l'action. Ben de l'action. Ben des aventures. Je comprends donc. Écoute. Oui. Puis là, avec tout ça, tu as décidé de partir ta propre entreprise. Oui. Oui, pour aider les gens, justement. Grâce à tout ça, je pourrais dire, c'est tout. Oui. Tu mets tout ça dans un petit bol, là, puis ça vient. C'est grâce à toute cette force-là, cette puissance-là, quand tu dis de la douleur à la puissance. La douleur profonde, là. C'est ça. Oui. Puis qu'on l'utilise. Puis qu'un jour, quelqu'un te dit, à cause d'un diagnostic de santé mentale, tu n'iras pas loin, toi. Ah oui. C'est pour ça que je commence toujours en mentionnant comment tu fais pour réussir. Tu sais, même eux autres me demandent comment que je fais parce qu'ils sont comme... C'est incompréhensible. Tu sais, pour eux autres, je devrais pas être au sous-là. Fait que ça donne de l'espoir. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui. J'ai essayé, là, mais je vais la mettre. Je vais trouver une façon. Elle ne sera pas en live, l'entrevue, mais j'ai décidé avec l'accord à Vanessa de le mettre dans le groupe, mon groupe privé de Inspire ta joie. C'est les gens qui cohabitent avec la santé mentale, mais qui sont dans l'éveil, qui sont prêtes, mais juste de comprendre, quand tu as dit, quand moi j'ai pris la décision, c'est un choix. Quand moi, là, j'ai dit, non, j'écouterai pas ça, moi. Moi, je suis pas ça, je vais être plus que ça. Mon potentiel, je vais aller chercher mon potentiel qui est caché. Je suis plus que ça. Ben, on a la preuve. C'est ça, les entrevues de Sophie. C'est justement de rencontrer des gens, des humains qui partent avec... moi, j'aime pas qu'ils partent, mais qui construisent alentour de leurs limitations. Puis ça fait comme... Il y a comme plus de limites, là, tu sais. Il y a comme plus de limites. Exactement. Ouais, parce que là, tu vas fêter tes 100 ans dans... 100 ans, tu veux aller où si tu veux aller à ton prochain voyage, là? On n'est pas sûr encore, on n'est pas sûr. On regarde ça, là, peut-être le Belize, peut-être le Brésil. OK. On regarde ça tranquillement. Les enfants, comment est-ce qu'ils prennent ça? Les enfants, sont-ils excités quand on parle de « on va repartir peut-être » ? Ça dépend lesquels. OK, ils ne sont pas tous... Ben, Annabelle a trouvé ça difficile, le retour. Tu sais, elle est plus vieille, elle est consciente, tu sais, rendue à 9 ans. Puis, tu sais,
je vous parlais de ma meilleure amie Annabelle quand j'étais très jeune chez ma mère. D'ailleurs, c'est pour ça que ma fille s'appelle Annabelle. C'est un hommage à cette personne-là que j'ai jamais réussi à retrouver d'ailleurs. Mais bref. Annabelle a trouvé ça très difficile, le retour, pour vrai. Puis l'école où elle est allée, quand on est revenu, elle a détesté ça. Elle a subi l'intimidation. La professeure l'aimait pas. Puis, tu sais, elle montrait, là. Moi, je suis retournée à l'école à un moment donné, puis j'ai là, tu vas m'arrêter ça. Ah, j'étais pas contente. Puis moi, je viens mauvaise. Je touche pas à mes enfants. Je perds la carte, là. C'est mes enfants. Je vais tout faire pour les protéger. Là, ça va tellement bien dans l'école où elle est là, qu'elle a peur. Tu sais, puis c'est normal pour enfants. Ah, ben oui, c'est sûr. Elle veut pas perdre contact avec ses amis, mais j'ai expliqué, même qu'ils sont forts, tu perdras pas contact avec eux autres, là. Tu sais, je veux dire, les parents, avec l'Internet, maintenant, puis là, on va être proche. La majorité de ces gens-là, c'est le genre de personnes qui partent en vacances l'été, dans le sud, l'hiver, dans le sud. Puis, pour nous, chez nous, à place d'aller en Floride comme tout le monde, mais ils vont, nous autres, on s'en va visiter un ami au Belize. Wow! Tu sais, fait que, ça peut être vraiment intéressant, c'est ça. Il va falloir qu'on arrête ça là. On aurait dû faire ça. Tranche numéro 1. Étape, moi, c'est ça. Première partie, tu sais, on va faire des programmes. Première partie, deuxième partie. Ben, ça sera sûrement une deuxième partie. C'est juste partie remise. Quand tu auras des envies folles de partir ou quand tu auras l'endroit, ben, on se refera une autre entrevue. Puis, ben là, tu vas peut-être rendu, c'est ça, tu vas approcher ton 100 ans. pas de cheveux, ça va bien. Qu'est-ce que tu aimerais dire comme conseil à ceux qui nous écoutent? Il y a eu je ne sais pas si c'est une amie, Julie Pronovo, qui a laissé un message. Merci pour ce partage, Vanessa. Ah ben, Julie, elle est tellement ferme. Merci, Julie, t'es ferme. Oui, mais dans le fond, c'est l'importance d'aller chercher l'aide qu'on a besoin pour avancer. Parce que malgré toute la force du monde qu'on a, malgré toute la volonté, malgré toute la persévérance, comme je disais au début tantôt, ben, on a souvent besoin, pareil, d'un petit coup de pouce. Ouais. Pas avoir peur de le demander. C'est tellement important. Puis d'aller chercher l'aide qu'on a de besoin. C'est pas nécessairement un psychologue, c'est pas nécessairement un travailleur social. Ça peut être un coach de vie, ça peut être n'importe quoi qui est dans le spirituel, ça peut être n'importe qui. Moi, des soins énergétiques, j'en ai fait, là. Autant comme autant, parce que justement, je savais que j'en avais besoin. Ça peut être quelqu'un comme mon ami, justement, qui travaille avec l'antenne de l'échange. Tu sais, ça peut être, il y en a tellement des options autres aujourd'hui. Oui. Mais c'est important de le faire. Ben, je te remercie, ma belle Vanessa. Ben, merci beaucoup à toi. Va continuer à faire tes boîtes. Oh non, la journée est finie, là. Non, là, c'est congé. OK. Ben, tu restes là 2 minutes, je te reviens, OK? Je te fais pareil, je te reviens. Ah, je vous avais dit, hein? qu'elle a toute une vie, toute une expérience de vie. Ça donne vraiment de l'espoir. Moi, je pense que c'est ça. Je vais laisser ce mot-là. Ça donne espoir. Peu importe que tu n'es pas en santé mentale, mais ça donne quand même de l'espoir de dire, de sortir de notre zone de confort. Je pense qu'en 2024, ce que je peux dire, c'est d'apprendre à sortir de notre zone de confort parce que je crois qu'il y a tellement de belles, comment je dirais ça, des beaux trésors qui arrivent quand on sort de notre zone de confort. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce soir cette belle histoire inspirante d'une femme très énergique et comme je vous dis, elle est peut-être rendue à 82 ans à la fin, 84 ans. Je t'ai essoufflée de là parce que moi je suis très visuelle, fait que là je voyais tout ça, là, sa vie, là, puis de ouf, et là, c'est tellement beau. Bravo Vanessa de nous avoir ouvert ton jeu, ton histoire. Et
c'est ça. Les entrevues de Sophie, c'est ça. C'est de mettre en lumière les êtres humains qui ont des histoires inspirantes comme ça. Alors, je vous souhaite vraiment de sortir de votre zone de confort et laisser sortir vos trésors qui sont cachés. Parce qu'ils sont des fois, parfois, bien, bien cachés par souvent peut-être les peurs. Comme a dit, le dernier point, c'est aller chercher de l'aide. Puis quand on va chercher de l'aide, les inspirations de Sophie, c'est ça. Moi, c'est comme une palette de couleurs. Dans cette page-là, il y a plein d'entrevues que j'ai fait. Les gens peuvent aller connecter avec telle personne parce qu'ils ont besoin de telle affaire. C'est ça, les inspirations de Sophie. C'est plein de couleurs parce que c'est super important, la connexion. Quand tu veux entreprendre un voyage à l'intérieur de soi, c'est que l'autre personne qui va être ton guide, il faut que tu aies une connexion. Alors, c'est ce que je vous souhaite, de trouver la bonne personne qui connecte avec vous pour que vous puissiez sortir de votre zone de confort, pour aller chercher vos trésors, puis vivre votre vie rêvée. Alors, je vous souhaite vraiment de trouver cette personne-là. Je vous souhaite belle soirée et on se revoit dans une autre entrevue. Si Dieu le veut, on se revoit. Bonne soirée. Merci.